Bonjour à toutes et à tous. Vraiment, je suis extrêmement honorée que vous soyez aussi nombreuses et nombreux aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Céline Pic. Je suis une des porte-paroles d'Oser le féminisme, qui est co-organisatrice de ce colloque avec La Clé. Et dans ce discours liminaire, je vais vous montrer un petit peu par un exemple que la question des cyberviolences sexistes et sexuelles, la question de la pornographie est absolument centrale. Ce n'est pas quelque chose à la marge. Ce n'est pas quelque chose où on aurait effectivement un certain nombre de tournages pornographiques qui tourneraient mal, avec un certain nombre de moutons noirs, qu'il faudrait réguler cette industrie. Non, la pornographie aujourd'hui est le principal outil de renforcement de la culture du viol, le principal outil qui permet aujourd'hui de renforcer cette normalisation des violences sexistes et sexuelles. Et pour cette démonstration, pour cette introduction, je vais vous parler de l'affaire Mazan. L'affaire Mazan, que tout le monde entier a regardé ce qui se passait dans le village de Mazan pendant ce procès assez exceptionnel qui a duré de septembre à décembre 2024. Cette affaire, vous la connaissez toutes et tous. Un homme qui, pendant plus de 10 ans, a fait venir des hommes, une centaine, pour violer sa femme droguée. Et ce qu'il est important de noter dans ce procès, c'est qu'en fait, le rôle de la pornographie et des cyberviolences sexistes et sexuelles est absolument au cœur de cette affaire, et ça a été malheureusement insuffisamment traité. Pourquoi ? Parce que ce qui a permis la condamnation des 51 violeurs complices de Dominique Pellicot, c'est les enregistrements vidéo. Tout a été enregistré. Une à une, chaque viol a été enregistré, soigneusement rangé dans l'ordinateur de Dominique Pellicot, qui a nommé les fichiers en reprenant les titres trouvés sur la pornographie, avec des titres qu'on retrouve en permanence dans la pornographie, salope, défoncé. Il a fait sa propre pornographie maison. Et ce qu'a démontré le procès, et l'expert informatique en témoigne, c'est que Dominique Pellicot, avant de commettre ses viols, a fait un bon nombre de recherches sur les sites pornographiques avec 2 mots-clés, endormi, porn. Endormi, porn. Il n'a fait que reproduire ce qu'il avait visionné sur les sites pornographiques. Et des femmes inconscientes, droguées, qui sont violées, il y en a des milliers sur des sites pornographiques à l'apparence légale. Et cette apparence de légalité des contenus pornographiques en ligne, alors que ce sont des viols, puisque pénétrer sexuellement une femme endormie est un viol, est le principal outil aujourd'hui de normalisation et de banalisation et d'érotisation de ces violences sexistes et sexuelles. Donc, je suis à Oser le féminisme, mais je suis aussi, en tant que coprésidente de la commission violence du Haut Conseil à l'égalité, qui est l'organisme rattaché au Premier ministre qui permet de faire des recommandations en termes de politique publique, rapporteur d'un rapport sorti en septembre 2023 sur la pornocriminalité, que je vous montre. J'en suis assez fière. Pornocriminalité, vous en avez une synthèse dans votre tote bag. Et nous avons fait le travail assez éprouvant, mais pourtant exhaustif, des mots-clés qui sont répertoriés. Et le mot-clé, par exemple, surprise, puisque pénétrer sexuellement une femme inconsciente est un viol par surprise selon le droit français, nous avons comptabilisé sur les 4 plus grandes plateformes 70 118 vidéos surprises. Ce sont des femmes inconscientes, droguées, ivres-mortes, qui sont pénétrées sexuellement. Et c'est présenté comme quelque chose de sexuellement excitant. Donc, la pornographie a été le moteur, le déclencheur, et peut-être même le mobile de Dominique Pellicot de vouloir enregistrer sa propre pornographie maison. Continuons l'analyse de ce procès. La plupart des violeurs de Mazan, les 51 accusés, consommaient de la pornographie. Beaucoup aussi avaient recours à la prostitution, disant qu'ils avaient des besoins irrépressibles. On s'est beaucoup demandé qui étaient ces hommes de Mazan. C'était des hommes comme tout le monde. Le point commun de tous ces hommes, c'est qu'ils étaient complètement colonisés par cette idée profondément misogyne qui est au cœur du système pornographique, que les femmes sont des objets sexuels, que les femmes aiment la violence
et qu'il est excitant sexuellement de violenter, de torturer des femmes. Donc, je vais employer un mot parce qu'il faut, je pense, lors de ce colloque, remettre des mots justes sur la réalité de ce qui se passe aujourd'hui. J'ai envie d'utiliser le mot de radicalisation. La pornographie est aujourd'hui le principal outil de radicalisation misogyne des hommes. Alors, tout ceci a été permis par un site. Et là, on est au cœur du sujet du colloque. Tout ceci a été permis par un site qui s'appelle coco.fr. Coco.fr, pour les femmes et les hommes qui sont engagés de longue date dans la lutte contre les violences prostitutionnelles, est très connu. Ça fait 10 ans qu'on savait, tous et toutes, moi j'avais déjà entendu parler du site Coco avant l'affaire Pellico, que ce site accueillait un certain nombre de forums, donc bien sûr le forum À son insu, sur lequel pendant 10 ans Dominique Pellico a recruté ses complices de viol, mais il y a aussi sur coco.fr du proxénétisme de mineurs, des annonces prostitutionnelles ou même des guet-apens homophobes qui ont abouti à des violences homophobes extrêmement violentes. Donc tout ceci est parfaitement, là aussi, illégal. Ce site n'a jamais été fermé et ce qu'on peut ce dont on peut être triste dans l'analyse de ce procès, c'est que le propriétaire du site, qui savait très bien ce qui se passait, sur lequel il n'y avait aucune régulation, n'était pas sur le banc des accusés. Il n'a pas été inculpé pour avoir été complice de ces viols. Ce qu'il faudrait aussi retenir, c'est que le forum À son insu, il a été ouvert pendant 10 ans. Donc il y a eu des dizaines de milliers d'hommes qui se sont connectés sur ce forum et qui ont vu qu'on s'échangeait des trucs et astuces pour violer des femmes inconscientes. Et aucun d'entre eux n'a fait de signalement à la police pour prévenir et faire cesser les sévices de Gisèle Pellico et de toutes les femmes qui ont été violées, droguées, suite aux interactions qui ont lieu sur ce forum. Alors le site Coco maintenant est fermé. Et il est intéressant de savoir comment il a été fermé. Il a été fermé au printemps 2024 parce que le ministère de l'Intérieur a fait ce qu'on appelle en France un article 40, c'est-à-dire un signalement que tout un chacun peut faire. Et il a été fermé, enfin, quelques semaines avant le début du procès. Et à cette occasion, le ministère de l'Intérieur a, dans un article du Monde, déclaré qu'il y avait 23 051 procédures contre le site Coco. 23 051 procédures. Il a fallu 23 051 procédures avant que se décide la fermeture de ce site. Et donc, l'objectif de ce colloque, c'est de rendre les plateformes responsables des violences qui sont facilitées par leur intermédiaire. Ce genre de forum qui facilite le viol n'est pas marginal. Récemment, au mois de décembre, une affaire a éclaté en Allemagne et on a trouvé sur un groupe Telegram 70 000 hommes. 70 000 hommes qui s'échangeaient des trucs et astuces pour pouvoir violer des femmes droguées. Et ça, en toute tranquillité. Là aussi, Telegram est responsable. Sa responsabilité doit être engagée sur le fait de permettre la création de ce type de forum qui permet aujourd'hui la commission de violences sexuelles et sexistes en ligne. Alors, continuons l'analyse de ce procès pour essayer de dérouler le fil de ces violences, de ces cyberviolences et de cette exploitation sexuelle qui déborde absolument du cadre simplement prostitutionnel que nous connaissons tous et toutes. Et examinons un certain nombre d'accusés et de ce qui leur a été reproché. Donc, par exemple, Cédric, un des 51 accusés, avait lui aussi envisagé de droguer sa femme pour la violer. Et ce qui a été démontré lors de ce procès, c'est qu'il avait aussi filmé sa femme lors de rapports sexuels et qu'il avait ensuite téléchargé les vidéos de ces rapports sexuels sur coco.fr, bien entendu, et puis sur des sites pornographiques. Sa femme a témoigné qu'elle ne comprenait pas, pendant des années, des fois, des hommes l'abordaient dans la rue en lui disant « Mais vous êtes sexy, madame, vous êtes sexy ?» Et un jour, un homme lui a dit « Mais oui, je vous ai vu sur un site pornographique. » Des années et des années plus tard, lors de l'audience, quand elle a été entendue lors du procès de Mazan, elle a dit que les vidéos, ces vidéos-là, étaient toujours sur les sites pornographiques.
il faut être clair aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de contrôle sur ce qui est uploadé sur les sites pornographiques. N'importe qui, n'importe quel homme peut mettre ce qu'on appelle une sextape en ligne et la capacité de ces femmes de les retirer est nulle. Et ça, on y reviendra. C'est une façon pour les hommes de prolonger la souffrance des victimes. C'est que non seulement il y a l'acte de violence sexuelle initiale, et puis il y a la possibilité, par la diffusion sur ces sites pornographiques, de continuer le sévice de ces femmes, de continuer la souffrance. Et cette femme, des années après, on est presque 10 ans après, la vidéo de ces rapports sexuels uploadés est encore en ligne. Alors, si on continue toujours, on a eu 5 accusés qui ont été aussi poursuivis pour détention d'images pédopornographiques. Et on aura, lors de cette deuxième table ronde, un focus en particulier sur les contenus pédocriminels et pédopornographiques. Alors, pas besoin d'aller loin pour en trouver. Là aussi, dans le rapport du Haut Conseil à l'égalité, nous avons mesuré les mots-clés. Donc, par exemple, sur les 4 plus grandes plateformes pornographiques, nous avons 1 297 000 vidéos avec le mot-clé « teen », ce qui veut dire « adolescente ». Nous avons également 138 750 vidéos avec le mot-clé « daddy ». Daddy, ce sont des vidéos qui mettent en scène un inceste. En France, il faut savoir que nous avons 165 000 enfants qui sont victimes de violences pédocriminelles, et le premier des agresseurs, c'est le père incestueur. Et donc, là aussi, il y a un puissant effet de normalisation des violences pédocriminelles qui sont sur les sites pornographiques. Et au-delà des sites pornographiques, nous avons une explosion de la pédocriminalité en ligne. Selon NCMEC, qui est l'organisme américain qui se charge de lutter contre la pédocriminalité en ligne, et nous aurons l'occasion d'en reparler un peu plus tard, il a été estimé pour l'année 2024 à 105 millions d'images et de vidéos pédocriminelles en ligne. C'est une explosion, selon la Civise, de 6000% en 10 ans. Une multiplication par 60 des vidéos et images d'agression ou de viol d'enfants. Alors, retour à Mazan, un dernier point, c'est la question du sadisme et de la torture. Aujourd'hui, ce qu'on trouve en ligne, que ce soit sur les sites pornographiques, que ce soit sur OnlyFans, nous avons des actes extrêmement sadiques. Et là aussi, je vais citer Gisèle Pellicot, qui, dans une grande dignité et courage, a déclaré lors de une de ses audiences en septembre 2024, « Quand on voit cette femme droguée, torturée avec des pinces, c'est une femme morte. J'ai été sacrifiée sur l'autel du vice. » Elle a été torturée avec des pinces. Ces actes de torture et de barbarie n'ont pas été reconnus par la justice. Les accusés ont été condamnés pour viol, mais la question de la torture se pose. Et là aussi, je vais ressortir un chiffre sur les mots-clés. Alors, sur les sites pornographiques, là aussi, il y a une érotisation de cette torture. Alors, on va utiliser des mots qui vont permettre d'euphémiser, de banaliser cette torture. On va utiliser des mots comme BDSM, hardcore, bukkake, ou même le mot torture, tout simplement. On en a compté 13 898 vidéos avec pour mot-clé torture. La torture est devenue, sur les sites pornographiques, quelque chose de sexuellement excitant pour les hommes. Torture, justement, et bukkake. Nous avons effectivement en France, grâce à une énorme mobilisation, en particulier de 3 associations qui sont parties civiles, aidées par notre avocate Lorraine Questiot, que vous verrez à la 4e table ronde, nous préparons un procès, le procès French Bukkake, qui est en fait assez similaire à celui de Mazan. Quel est-il ? Tout a commencé avec l'organisation de bukkake. Alors, un bukkake, qu'est-ce que c'est ? C'est un monsieur qui s'appelait Pascal Opé, qui louait un hangar, qui mettait une palette, et sur cette palette, on allait mettre une femme, comme une mise à mort, et autour, il y a une photo dans le rapport de la bannière Twitter qui permet de recruter des hommes pour participer à ces tournages. Nous avons des dizaines d'hommes cagoulés qui vont pénétrer un par un cette femme. On peut se poser la question de la torture par rapport à l'intensité de la souffrance subie par ces femmes qui ont été piégées, manipulées, violées
et torturés sur ces tournages. Et ce que nous montre la préparation de ce procès, c'est qu'il y avait un système organisé entre les plus grands producteurs de l'industrie pornographique française, un système pour piéger ces femmes. Il y avait un faux profil féminin sur Internet, sur Facebook, qui contactait des femmes et qui leur faisait miroiter un gain d'argent facile, et puis ensuite le piège se refermait. On espère que ce procès, pour lequel il y a 17 personnes inculpées pour viol, proxénétisme aggravé et traite des êtres humains, va pouvoir permettre de changer la vision que la société a de ce qui se passe aujourd'hui sur les sites pornographiques et dans l'industrie pornographique. Face aux 17 inculpés, nous avons 42 parties civiles que nous accompagnons, qui sont d'un courage inouï et qui vont dire les violences qu'elles ont subies. Mais au-delà de ces 17 inculpés, il faut savoir que les Bukake, il y a plus de 500 hommes qui ont participé à ces séances, qui ne seront pas sur le banc des accusés. Pourtant, comme les violeurs de Mazan, ce sont des monsieur tout le monde, des messieurs qui ont un métier, une famille, des amis, des enfants, et qui, le dimanche après-midi, se sont dit « Tiens, c'est normal d'aller tourner un film pornographique, entre guillemets, bien entendu, d'aller pénétrer tour à tour une femme mise sur une palette dans un hangar et d'appeler ça de la pornographie et de la sexualité. » Non, ce sont des actes de torture qui ont été commis contre ces femmes. Alors, pour terminer, je dirais que la pornographie, elle s'est aussi surfée. Et donc, aujourd'hui, il y a une mutation des pratiques de la pornographie, avec en particulier une explosion, et ce sera aussi l'occasion d'une intervention d'une experte sur OnlyFans. Aujourd'hui, la pornographie, elle change, et on est aujourd'hui sur des modèles de live streaming. Donc, tout est en live, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas avec des modèles qui reprennent les codes des réseaux sociaux des jeunes, et en particulier un acteur principal qui est OnlyFans. Et il va être intéressant d'examiner la question d'OnlyFans. Pour votre information, OnlyFans, c'est 6 milliards de chiffre d'affaires l'année dernière. 6 milliards de chiffre d'affaires, et le propriétaire prend 20% de tous les actes sexuels tarifés qui sont commis par l'intermédiaire d'OnlyFans. On peut se poser la question, pourquoi le propriétaire d'OnlyFans n'est pas regardé pour ce qu'il est, un proxénète. OnlyFans, nous sommes là aussi dans la surenchère. Et là, je vais aussi vous raconter une histoire très, très, très récente. C'est l'histoire de Lily Phillips. Lily Phillips, c'est une Anglaise qui est une star d'OnlyFans. Là aussi, je mets des guillemets parce qu'on voit que ce sont les mots des pornocrates qui permettent d'invisibiliser les violences. Elle a un gros compte OnlyFans et elle a décidé de faire un défi. Alors, un défi, c'est d'être pénétré par 100 hommes en une journée. Et un documentaire a été fait où 100 hommes sont venus et l'ont pénétré tour à tour. Et tout ça a été filmé et diffusé sur OnlyFans, contre de l'argent. Un documentaire l'interviewe à la fin de la journée. Elle est tremblante, elle pleure, et elle est dans un état manifeste de dissociation. Et je vais vous citer ces mots. « Ce n'est pas pour les femmes faibles, je dois dire, pour être honnête. C'était vraiment dur. C'est comme être une prostituée. » Elle raconte ensuite que les yeux lui piquaient à force de recevoir du sperme. Autre citation. « J'étais comme un robot. Après le 30e, j'ai dissocié. Ce n'est pas normal. Je dois me souvenir de 5 à 10 gars. C'est bizarre, non ? S'il n'y avait pas les vidéos, je n'aurais pas cru que j'avais fait ça. » Et elle dit ça dans une chambre au sol, maculée de préservatifs usagés et de mouchoirs sales. La souffrance est évidente. Son état de dissociation est là aussi absolument évidente. Et, comble de l'absurde, il y a eu un débat sur les réseaux sociaux. Il y avait un débat entre ceux qui s'indignaient, en faisant appel à le minimum de décence et de dignité. Peut-être que ça va être un mot qui va revenir lors de ce colloque, la dignité. Et ceux qui défendaient qu'elle avait consenti, s'il y avait un consentement, et qu'elle avait gagné un paquet d'argent. Comme si le consentement et l'argent pouvaient être suffisants pour invisibiliser la réalité matérielle des violences commises. N'y a-t-il donc aucune limite à la déshumanisation d'une femme? Est-ce que l'argent permet tout? Ce sera aussi une question qu'on posera lors de ce colloque. Dignité contre sadisme. Et alors, ce qui est un petit peu
révoltant, c'est qu'elle a annoncé récemment qu'elle se fixait un nouveau défi. Et le prochain défi, ce serait qu'il y ait 1000 hommes. 1000 hommes qui la pénétreraient lors d'une journée. Alors maintenant, pour finir, et ça sera bientôt ma conclusion, parce que je vois que le temps tourne, Hannah Arendt, je vais vous citer la philosophe Hannah Arendt, « La mort de l'empathie humaine est l'un des premiers signes et le plus révélateur d'une culture sur le point de sombrer dans la barbarie. » Nous y sommes. Alors, qui sont les coupables? Les proxénètes, les violeurs, bien sûr, mais aussi les plateformes. D'abord, les plateformes pornographiques, puisque c'est leur cœur de business. Pornhub, Xvideo, Xhamster, OnlyFans, et tous les sites pornographiques et de live streaming gagnent de l'argent. C'est leur modèle économique de gagner de l'argent sur des violences sexistes et sexuelles commises contre les femmes. Mais aussi toutes les plateformes. Toutes les plateformes. J'ai cité Coco, Telegram, Skype, Twitter, puisque Pascal Opé recrutait les hommes des Bukake sur Twitter. Toutes les plateformes qui laissent circuler dans l'espace numérique, en public ou dans les messageries privées, et sans aucun contrôle, des contenus à caractère sexuel qui ont pour but de violenter, d'humilier, d'avilir les femmes, devraient voir leurs responsabilités engagées. Leur inaction et leur opposition aux tentatives de régulation sont révoltantes. Et nous parlerons d'un certain nombre de directives et de règlements aujourd'hui au niveau européen qui sont aujourd'hui soit insuffisants, soit bloqués, alors qu'ils permettraient de davantage responsabiliser les plateformes dans cette facilitation des cyberviolences sexistes et sexuelles. Enfin, et c'est vraiment ma conclusion, jusqu'à présent, cette impunité a été rendue possible car les mots sont tordus, déformés, vidés de leur sens. Comme dans le livre 1984 de George Orwell, une novlangue nous empêche de penser correctement. Donc je vais vous citer quelques-uns de ces mots retournés, dévoyés, et qu'il va falloir, lors de ce colloque, remettre à l'endroit. Le premier mot, c'est le mot de cinéma ou de performance. Non, ce n'est pas du cinéma. Les actes sont réels, rien n'est simulé. Les actes de violence sont réels, les actes sexuellement tarifés sont réels, les violences, les coups, les gifles, les pleurs, la souffrance est réelle. Le consentement n'y change rien. Autre mot qu'il va falloir remettre à l'endroit, liberté. Alors là, on nous le sert à toutes les sauces. Liberté de commerce, liberté sexuelle, liberté d'expression, liberté de consentir sont les arguments qui nous sont opposés face à notre indignation. Ce mot liberté est dévoyé et mis au service des proxénètes et des marchands de haine. Pourtant, dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, une phrase devrait nous interpeller. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Par un retournement du mot liberté, et là je vais citer Muriel Fabre-Magnan, ici présente aujourd'hui et qui sera sur la 4e table ronde, la liberté de disposer de son corps devient un droit de consentir à ce qu'il soit aliéné et commercialisé. La liberté de commercer devient le droit de s'enrichir sur la torture et la violence sexuelle infligées à des femmes et des filles. La liberté de consentir vient invisibiliser les violences subies, comme s'il suffisait pour le pornocrate d'extorquer, de fabriquer un consentement, le plus souvent vicié, pour faire disparaître les violences pénalement répréhensibles. On ne peut pas consentir à sa propre torture, à son propre avilissement, à sa propre exploitation sexuelle. Le consentement est exhibé comme une nouvelle norme. En réalité, c'est la loi du plus fort. Il va falloir redonner un sens juste aux mots, en s'attachant à la réalité matérielle des faits et en s'appuyant sur le droit, sur des concepts qui la sous-tendent, comme la dignité, seule à même de soutenir la liberté de chacun et chacune. Et je vais finir encore par une citation de Muriel Fabre-Magnan. Donc je cite, « Par la rigueur de ses raisonnements et par la confrontation au réel qu'il implique, le droit peut contribuer à mettre à nu et à déconstruire ces retournements. Le contrat et le consentement ne suffisent pas à garantir la liberté. Ils en sont même parfois les fossoyeurs. À l'inverse, l'interdit ou la dignité n'en sont pas toujours les ennemis. Le droit contient aussi les moyens de résister à l'oppression, de limiter les rapports de pouvoir et de domination. Les plus faibles et les plus démunis comprennent aisément
l'importance du droit et des limites à la toute-puissance des autres. Ils comprennent aussi la vanité de certaines revendications libertariennes, car il faut être bourgeoisement et confortablement installé pour penser que la liberté se gagne par l'attaque méthodique de toute règle de droit, et surtout pour pouvoir se payer le luxe de jouer à en saper les bases. Le droit n'est pas un jeu. Il contient, en revanche, des ressources précieuses pour œuvrer à la liberté, entendue comme le projet et le processus complexe et exigeant d'émancipation de tous et de toutes. Voilà. Une dernière phrase et j'ai réellement fini. À l'heure où prospèrent les extrémistes libertariens, Elon Musk et Donald Trump en sont les meilleurs exemples aujourd'hui, qui s'opposent justement à toute forme de régulation en ligne au nom de la liberté et du commerce, ce qui fait bien l'affaire des géants de la tech qui se sont opportunément ralliés au nouveau président américain. Nous avons en Europe la possibilité et la nécessité absolue d'agir maintenant et ici. Nous devons avec ce colloque réaffirmer avec force l'exigence et l'urgence de faire cesser l'impunité des plateformes numériques qui s'enrichissent sur l'exploitation sexuelle, les violences sexistes et sexuelles et la haine contre les femmes et les filles. La lutte contre l'exploitation sexuelle et les cyberviolences sexistes et sexuelles doivent être au centre de l'agenda européen. Merci beaucoup. Nous avons des leviers pour agir. Voici l'ambition de ce colloque.